Ô femme, femme, créature faible et décevante, nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Après ces quelques mots, on peut être un peu étonné, surpris, pas comprendre de quoi il s'agit. Je vais maintenant recontextualiser la chose. Alors, c'est une tirade de Figaro dans le mariage de Figaro. Nous en sommes à l'acte 5, vers la fin de l'histoire. Je la résume brièvement. Figaro est amoureuse d'une servante et je vous passe les détails, mais il pense que son maître, le comte, s'est amouraché de la servante et qu'elle aussi, qu'elle va le tromper avec le comte, qu'elle va partir avec le comte. Ceci étant dit, je reprends la scène 3 de l'acte 5 depuis le début. Scène 3, Figaro, seul, se promenant dans l'obscurité, dit du ton le plus sombre. Ô femme, 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 créature faible et décevante, nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Après m'avoir obstinément refusé que je l'en pressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant, le perfide, et moi comme un benêt. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas, vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie? Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter. Alors, là, en dehors de l'aspect de la critique du noble, si on prend de la noblesse, tout ça, si on prend juste le sens qu'on a de ce passage, si on prend juste les 3 premières lignes où Figaro parle des femmes, on est un peu perdu, on voit pas trop l'intérêt, ça peut même énerver. Alors que si on replace ça dans le contexte, on se rend compte que c'est vraiment un message d'amour qu'il a. Il crie à l'injustice, il est amoureux de sa donzelle. Et que le comte, homme assez ordinaire du reste, lui pique, entre guillemets, ça le met hors de lui. Cet exemple pris pour le mariage de Figaro, je vais en prendre un deuxième. Imaginons qu'un homme vous dise « Ce matin, j'ai vu la mer ». Bon, comme on dit, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre. Si par contre je vous dis que c'est l'histoire d'un aveugle qui est né sans jamais voir et qui a mené sa vie d'aveugle, voilà, qui a eu un enfant, qui a une femme, et qui un jour, grâce au progrès de la médecine, une opération qui peut lui redonner la vue est envisageable. Cette opération coûte très cher, des centaines de milliers d'euros. Grâce à un financement participatif organisé par son épouse ou ses enfants, je ne sais pas, il réussit à lever l'argent, il se fait opérer dans une clinique, et au matin à son réveil, il se réveille et pour la première fois de sa vie voit la mer. Là, il se passe quelque chose. Là, on est ému. Là, on est transporté par cette histoire, par cette beauté, ces sentiments qui nous traversent d'espoir, de joie, tout simplement. Pourquoi ces sentiments nous assaillent-ils? Tout simplement parce que nous avons recontextualisé l'histoire. Si cet ancien aveugle vous dit « Je viens de voir la mer » pour la première fois après avoir raconté son histoire, on est ému. Si quelqu'un vous répète juste « J'ai vu la mer », ça ne vous touche pas. Ces 2 exemples sont là pour illustrer l'importance du contexte. L'importance du contexte que je vais tâcher d'appliquer à mon travail de mémoire. Donc pour comprendre le sujet des associations et des collectifs citoyens, ça me semblait donc fondamental de recontextualiser un petit peu, et surtout l'aspect historique des collectifs et des associations. Alors les associations, c'est souvent des associations de loi 1901, donc ça date, vous l'aurez deviné, de 1901. Donc c'est pas très vieux à l'histoire de la France, ça a 120 ans. Et récemment, il y a eu une évolution marquante, à la fin des années 2000,
par la circulaire Fillon, je n'ai plus la date exacte en tête, qui va radicalement changer le fonctionnement financier de ces associations. Alors, c'est-à-dire que au lieu de passer d'un financement par la subvention, c'est-à-dire je fais mon association et de temps en temps l'État ou les pouvoirs publics me donnent de l'argent, on va passer à un financement par projet, par contrat. C'est-à-dire, les pouvoirs publics vont faire des appels d'offres. Par exemple, nous avons besoin d'aller nous occuper de sans-abri ou ce genre de choses. Et les associations vont répondre à ces appels d'offres et en échange vont obtenir des subventions, une rétribution, plus qu'une subvention, une rétribution. Donc on fait rentrer une logique contractuelle dans le milieu associatif, puisque par ces contrats, il y a une relation marchande qui s'établit entre les deux parties. Comment être sûr que le contrat est bien rempli? Comment être sûr que l'argent public n'est pas mal investi? Eh bien, tout simplement, il va y avoir des exigences d'évaluation. Et l'évaluation, vous savez, c'est quelque chose qui est très cher au néolibéralisme. La politique de l'évaluation, c'est une joie sans limite pour les néolibéraux. Donc, on va appliquer cette logique d'évaluation aux associations. Comment ça se passe? Eh bien, très mal. C'est très compliqué d'évaluer ce qu'a fait une association. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, il faut mettre en place des outils. C'est pas le but d'une association d'évaluer ce qu'elle fait. Elle le fait parce que les membres ont envie de le faire. Donc, cette logique de contractualisation et cette politique d'évaluation qui suit, c'est très embêtant pour les associations et ça a profondément bouleversé leur mode de fonctionnement. C'est pas un bouleversement radical, c'est pas un tsunami, mais ça a quand même de l'importance et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, garder dans un coin de la tête pour continuer à aborder le sujet. Un autre aspect du contexte sur les collectifs et les associations qui me semble fondamental, c'est la technicisation du militantisme, du bénévolat. Ça devient très compliqué de juste s'engager dans une association. On demande des compétences très précises, voire même parfois on forme les bénévoles. C'est-à-dire qu'il y a même du recrutement de bénévoles. On ne va pas prendre n'importe qui. Il va falloir montrer certaines compétences, certaines capacités. Et alors là, on assiste à une professionnalisation du bénévolat. C'est-à-dire qu'il y a des véritables bénévoles professionnels qui font ça depuis très longtemps, avec beaucoup de compétences, et qui sont du coup très demandés par les associations. Mais le simple profane qui veut s'engager dans une association sans compétences extraordinaires, qui veut simplement aider, c'est un obstacle. Parce qu'il y a cette technicisation du bénévolat, ça passe aussi par des mots, surtout par des mots, et un langage, une attitude. Et quelqu'un qui veut s'engager arrive dans un endroit sans connaître les codes, les langages, les techniques de communication, et surtout les abréviations, qui sont multiples et très variées. Ça peut profondément déranger quelqu'un et l'empêcher de s'engager. Donc à travers ces deux exemples, et que j'ai tenté de montrer l'importance du contexte, et je parlais du contexte des associations et des collectifs citoyens dans le cadre du mémoire. Donc je vous demande de garder ça dans un coin de votre tête, et quand vous avez des choses qui vous surprennent, qui vous interrogent, pensez à essayer de les recontextualiser, parce que souvent on en apprend beaucoup. Et souvent on se rend compte que les choses sont comme elles sont, car il y avait des raisons, ça toujours. Mais surtout, ça nous permet de mieux les appréhender, de mieux les comprendre, et souvent d'y faire face. Je vous dis à demain.